J'ai 87 ans, j'ai une entreprise qui fonctionne et pendant 40 ans de ma vie, j'ai gardé chaque centime dans un livret d'épargne que la banque appelait sécurisé et j'ai failli mourir de honte dans les toilettes d'une pharmacie parce que je n'avais pas 47 dollars pour acheter mes médicaments contre la tension. On vous a appris qu'après 60 ans, il est temps de ralentir, de protéger ce que vous avez, d'arrêter de prendre des risques. C'est le plus grand mensonge que le système financier ait jamais mis dans la tête d'une personne d'âge mûr. J'ai créé une entreprise à 83 ans avec une table pliante, 48 bocaux et la recette de sauce piquante de ma défunte femme. À 85 ans, elle était dans 11 supermarchés, non pas parce que j'étais courageux, mais parce que j'avais enfin cessé d'avoir peur d'une enveloppe. Commencer tard n'est pas une faiblesse, c'est de la clarté. Vous savez déjà ce qu'est le fond du gouffre, je vais vous montrer quoi faire à partir de là. Si vous aussi, vous avez décidé que votre meilleur chapitre financier commence maintenant, pas dans 10 ans, pas quand les conditions s'amélioreront, maintenant, abonnez-vous ici et laissez un commentaire avec un seul mot, ouverture. Parce que c'est ce que nous allons faire ensemble. Ouvrir l'enveloppe. Je veux vous parler d'un homme qui avait tout fait comme il faut. C'est ce que j'ai cru pendant longtemps, que j'avais tout fait comme il faut. 34 ans, même emploi, même bureau, même place de parking, jamais un retard sur le remboursement du prêt d'immobilier, un livret d'épargne, je donnais à l'église quand je le pouvais, pas de dette de carte de crédit, pas de jeu, pas de bêtises, j'étais responsable. C'est le mot que j'utilisais, responsable. Je le portais comme un insigne. Et pendant la plus grande partie de ma vie active, il me tenait chaud. Je me souviens d'un mardi après-midi en 1987. Un collègue de bureau, un brave homme, un peu exalté quand il s'agissait d'argent, m'avait traîné dans une agence Fidelity pour entendre parler de quelque chose qu'on appelait un fonds commun de placement. Le conseiller était jeune, sympathique. L'agence sentait la moquette neuve. Il a fait glisser une brochure sur le bureau avec la photo d'un voilier sur la couverture. Il a commencé à parler de capitalisation, de rendement indiciel, de ce que 30 ans pouvaient faire à 1 dollar si on le laissait travailler. J'ai hoché la tête tout le temps, des hochements lents, patients, les hochements d'un homme qui a déjà pris sa décision. Quand il a eu fini, j'ai dit « Je ne joue pas ». Je lui ai serré la main, je me suis levé et j'ai laissé la brochure sur la chaise. Je ne voulais pas que ma femme la trouve dans la poche de mon manteau. Je ne voulais pas qu'elle pense que j'avais été tenté. Sur le chemin du retour, je me suis arrêté à la pharmacie et j'ai déposé 200 dollars sur mon livret d'épargne au distributeur automatique fixé au mur. Et je me suis senti fier de moi, vraiment fier. Ce que je ne comprenais pas alors, ce que personne ne m'avait expliqué en termes simples, c'est que ne pas perdre d'argent n'est pas la même chose que bâtir un patrimoine. Je m'étais convaincu qu'ils étaient identiques. Je pensais que rester immobile était le choix sûr. Le sol reculait, moi, je restais immobile. Chaque année, autour de la période des impôts, ma femme disposait les dossiers sur la table de cuisine. Les fiches de paie, le relevé de prêt immobilier, les reçus de l'église. Elle faisait du café, je m'asseyais avec la tasse entre les deux mains et je regardais les colonnes de chiffres comme on regarde une langue étrangère, présent dans la pièce, totalement inaccessible. Je n'ai jamais lu le taux d'intérêt du livret d'épargne, jamais lu le détail de la formule de la pension dans son intégralité, les projections de retraite que le gouvernement nous envoyait chaque année dans une enveloppe beige très officielle, directement à la poubelle, sans les ouvrir. Je me disais que je faisais confiance au système. C'est le mot que j'utilisais. Confiance. Ce en quoi j'avais vraiment confiance, c'était dans mon propre besoin de ne pas savoir. Si je ne comprenais pas, je ne pouvais pas être tenu responsable d'une erreur. C'était l'arrangement que j'avais passé avec moi-même, quelque part au fond, là où je n'avais pas à le regarder en face. Elle indiquait, je signais, je tenais la tasse de café, j'appelais ça de la rigueur. Je suis parti à la retraite en 2003, 65 ans. La pension s'élevait à 1840 dollars par mois. Ma femme tenait encore la comptabilité de 2 petites entreprises locales. Elle appelait ça « rester utile », moi j'appelais ça son argent, elle appelait ça notre argent, et elle avait raison. On s'en sortait bien. On est allé en Floride une semaine en mars. On a acheté un nouveau lave-vaisselle. Cet automne-là, une voisine a mentionné à une fête de quartier qu'elle mettait un peu d'argent dans la petite entreprise de sa fille. Juste pour avoir quelque chose qui avance, a-t-elle dit. Je me souviens d'avoir ressenti un mépris tranquille que je ne comprenais pas tout à fait. Sur le chemin du retour, j'ai dit à ma femme, elle doit être inquiète. Elle ne fait pas confiance à sa pension. Quelques mois plus tard, j'ai ouvert le livret d'épargne.
On vous en donnait encore un à l'époque, couverture bleue, ramollie à force d'être tenue, et j'ai regardé le solde. 31 000 $. 34 ans de dépôt régulier. J'ai tenu ce carnet entre les deux mains et j'ai ressenti quelque chose que j'ai appelé satisfaction. Je n'ai pas calculé ce que 31 000 $ deviendrait en 10 ans contre l'inflation. Je n'ai pas demandé à quoi cela ressemblerait par rapport à ce dont j'aurais vraiment besoin. J'ai juste senti son poids, le poids physique d'un petit carnet bleu. Ça ressemblait à une preuve. Je l'ai remis dans le tiroir de la cuisine, le même tiroir que les menus de livraison, et je me suis fait un sandwich. Ce que j'avais, je le sais maintenant, n'était pas une preuve de sécurité. Ce que j'avais, c'était 34 ans d'immobilité sur un sol qui reculait depuis le début. Et quelque part dans cette cuisine, dans le calme de cet après-midi ordinaire, le sol avait déjà commencé à s'effondrer. Je n'avais simplement pas encore regardé en bas. Ma femme est morte un jeudi matin d'avril. Je ne dis pas ça pour quêter de la compassion. Je le dis parce que ses revenus, 30, 40 heures par mois à tenir la comptabilité de 2 petites entreprises locales, même à la retraite, elle continuait à travailler, constituaient le deuxième pied de la table. Je n'ai jamais appelé ça ainsi. Je n'ai jamais rien appelé ça. C'était juste là, comme l'eau est là. On n'y pense pas jusqu'à ce qu'on ait soif. Le premier mois sans elle, je me suis assis pour payer les factures. J'avais toujours payé les factures. Ce que je n'avais jamais fait, c'était les réconcilier contre les revenus, contre ce qui restait vraiment. J'ai rédigé le chèque de loyer, j'ai rédigé le chèque des charges, j'ai ouvert la facture d'épicerie. Et je me suis retrouvé assis là, devant des chiffres qui ne donnaient plus zéro. Pas d'effondrement, le sol ne s'est pas effondré, il est juste devenu mou, a changé de texture sous mes pieds, comme la différence entre le bois et quelque chose qui cède un peu quand on appuie dessus. Ses lunettes de lecture étaient encore sur la table de cuisine. Je les déplaçais pendant que je faisais les calculs, à gauche, à droite, à gauche encore, comme si je cherchais une position dans laquelle les chiffres changeraient. Ils n'ont pas changé. 18 mois plus tard, je me retrouve dans la pharmacie de la rue Clement. J'ai mon médicament contre la tension artérielle dans une main. L'ordonnance coûte 47 $. Je sais que la facture de chauffage est sortie ce matin. Je connais le solde du compte au centime près. Je remets le flacon sur le comptoir. Je dis au pharmacien que je reviendrai demain. Je rentre chez moi. Je prends un demi-comprimé au lieu d'un comprimé entier et je me dis que c'est probablement correct. Je me dis que mon médecin avait dit que ma tension avait été bonne dernièrement. Je me dis beaucoup de choses cet hiver-là. Aucune de ces choses ne concerne l'argent. J'ai 81 ans. Je rationne mes médicaments cardiaques parce que j'ai trop honte de demander de l'aide. J'étais prêt à risquer un AVC plutôt que de risquer de passer pour un homme qui était à court d'argent. C'est là où l'orgueil peut vous mener dans la mauvaise direction. Mon fils Robert a appelé un dimanche. Il avait 54 ans à l'époque. Son propre prêt immobilier. 3 adolescents. On a parlé de baseball, on a parlé des candidatures universitaires de son plus jeune, des choses normales du dimanche. À la fin, un silence, assez long pour qu'on le remarque. Il a dit « Papa, je vais virer un peu d'argent sur ton compte cette semaine. Juste, tu sais, pour avoir un peu d'air. » J'ai dit « Tu n'as pas besoin de faire ça. » Il a dit « Je sais. » C'était toute la conversation. 300 $ sont apparus sur mon compte le mardi, puis à nouveau, 2 mois plus tard. Il n'en a jamais parlé, moi non plus. J'aurais préféré subir une extraction dentaire sans anesthésie plutôt que de dire les mots « J'ai besoin d'aide à mon fils ». Alors à la place, on a construit quelque chose entre nous. Un silence. Soigneux, bilatéral, entretenu par nous deux avec une grande précision. Chaque appel du dimanche, baseball et candidatures universitaires. Chaque mardi, un chiffre légèrement plus grand qu'il n'avait été. Pas de cérémonie, pas de mots pour ce que ça signifiait. Ce silence était la chose la plus solitaire dans laquelle j'ai jamais vécu. J'avais passé toute ma vie active à essayer de construire quelque chose que mes enfants n'auraient jamais apporté. Et voilà où j'en étais. En train de devenir la chose que j'avais travaillé à prévenir. Le fardeau. Je me disais que c'était temporaire. Je me le disais depuis 2 ans. Pendant ce temps, l'enveloppe de la compagnie du gaz était dans le tiroir de la cuisine, sous les menus de livraison, là où je l'avais mise, et je passais devant chaque matin. Je faisais du café.
J'ouvrais le tiroir pour un menu. Je voyais l'enveloppe. Je fermais le tiroir. 6 semaines. Cette enveloppe est restée là 6 semaines. Elle avait plus de pouvoir sur moi que n'importe quel supérieur que j'ai jamais eu. Un bout de papier dans un tiroir dirigeait ma vie, et je le laissais faire. Chaque matin, en ouvrant ce tiroir, je votais. Je choisissais le sentiment de ne pas savoir plutôt que l'inconfort de savoir. Je croyais me protéger. Ce que je faisais réellement, c'était rétrécir. Un peu plus chaque matin, un peu plus silencieux, un peu plus certain que la distance entre qui j'avais été et qui j'étais maintenant ne pouvait pas être franchie. J'avais 82 ans, seul, et je m'étais transformé en un homme qui cachait ses factures comme un adolescent qui cache son bulletin scolaire. J'avais peur du papier. C'était un mardi, février, 11 heures du soir. Je ne sais pas pourquoi ce mardi-là en particulier. J'étais passé devant ce tiroir sans matin, peut-être 110, quelque chose dans la nuit, peut-être la qualité particulière du silence qu'a une cuisine à 11 heures du soir, quand il n'y a nulle part ailleurs où aller et plus rien à faire semblant de vouloir. Je me suis assis à la table, la même table où ma femme faisait sa sauce piquante le samedi matin, toute la maison sentant les piments et l'ail. L'ampoule au plafond clignotait. Ça faisait 2 mois qu'elle clignotait, je ne l'avais pas remplacée. Et dans cette lumière instable, j'ai ouvert le tiroir et j'ai pris l'enveloppe. Je l'ai tenue un moment, puis je l'ai ouverte. 118 $ et 43 cents. J'avais 4200 $ sur mon compte. Je veux que vous réfléchissiez à ça une seconde. J'avais l'argent, je l'avais eu tout le temps, et j'avais laissé cette enveloppe vivre dans mon tiroir pendant 6 semaines, me rongeant chaque matin, me rapetissant un peu plus chaque jour, pour une facture que je pouvais payer. Je n'avais pas peur de 118 $. J'avais peur de ce qu'ouvrir l'enveloppe allait confirmer. Il y a une différence, et je veux que vous l'entendiez clairement, entre avoir peur de la pauvreté et avoir peur de la confirmation de la pauvreté. Je gérais ma honte au lieu de gérer mon argent. Chaque enveloppe que je n'ouvrais pas, chaque message vocal que j'effaçais, chaque conversation honnête que je n'avais pas avec mon fils, ce n'était pas des actes de survie, c'était des votes. Je votais chaque matin pour le sentiment de ne pas savoir. J'ai payé la facture là, directement, en ligne, avec mon manteau sur le dos, dans une cuisine à 16 degrés, et quand le numéro de confirmation est apparu sur l'écran, quelque chose a bougé, pas de façon spectaculaire, pas comme dans les films, plutôt comme quand une articulation que vous ne saviez pas être raide finit par bouger dans le bon sens, un relâchement petit, structural. Et puis, j'ai pensé, qu'est-ce que je ne regarde pas d'autre? J'ai sorti le bloc-notes jaune du tiroir, des listes de courses pour la plupart. Je me suis tourné vers une page vierge et j'ai tracé une ligne au milieu. Entrée, sortie, j'ai noté la pension, 1840. J'ai noté la retraite de base, 740. Je suis allé sur mon compte bancaire à l'écran et je l'ai vraiment lu pour la première fois comme on lit quelque chose qu'on a besoin de comprendre. Et j'ai noté les vrais chiffres, pas les chiffres ronds, pas les chiffres optimistes. La moyenne des courses sur 3 mois de relevé réel, les médicaments, les charges, ce qu'elles coûtaient vraiment, pas ce que je souhaitais qu'elles coûtent. Pas de mise en scène, pas d'espoir intégré dans les calculs. L'écart entre les deux colonnes était de 310 $ par mois. 310 $, c'était l'ennemi. Ce chiffre spécifique, visible, nommable. Je me noyais dans un problème de 310 $ par mois et je l'avais traité comme un brouillard dans lequel je devais vivre, au lieu d'un chiffre que je pouvais mettre dans une case. Je l'ai mis dans une case. J'ai tracé un rectangle autour de lui avec ce petit crayon, à peine 8 cm, tiré du tiroir à bric-à-brac tenu entre mes phalanges. Et j'ai écrit à côté « C'est le problème ». Pas « Je suis ruiné », pas « C'est trop tard », pas « J'aurais dû faire ça il y a 40 ans ». C'est le problème. Un homme qui peut voir son problème est un homme différent de celui qui se cache d'un problème. J'avais été le deuxième type pendant 2 ans. J'ai décidé, là, à 82 ans, seul dans une cuisine froide, sous une ampoule qui clignotait, de devenir le premier type. Le lendemain matin, j'ai appelé Robert. Je lui ai tout dit, les enveloppes, les messages vocaux effacés, les comprimés que je coupais en deux, les 310 $, tout. Je n'ai rien adouci. Je n'ai pas présenté d'excuses à mi-phrase pour me réfugier ensuite dans la dignité. J'ai juste lu le bloc-notes au téléphone comme un rapport. Il est resté silencieux longtemps, assez longtemps pour que je compte les secondes. Puis il a dit « Papa, laisse-moi t'aider à construire quelque chose. Pas réparer, pas couvrir. » Il a dit « construire ». Je vous le dis, ce mot a atteint quelque chose en moi qui était fermé depuis des années. J'ai regardé la boîte à recettes sur le comptoir, l'écriture de ma femme sur la fiche à l'intérieur.
40 ans de samedi matin, des compliments à chaque repas d'église et dîner de quartier auquel nous avions jamais assisté. J'avais quelque chose. Je ne l'avais pas vu comme quelque chose. Je ne l'avais vu que comme le sien, puis comme du deuil, puis comme un souvenir. Mais assis là, avec ce bloc-notes devant moi, avec la voix de mon fils encore dans le téléphone, j'ai regardé cette boîte à recettes et je l'ai vue comme j'aurais dû regarder tout dans ma vie depuis des années. Quelle est la vraie valeur ici? Qu'est-ce que ça peut devenir? Cette question, pour la première fois, m'appartenait. Je n'ai pas trouvé de gourou. Je veux être clair là-dessus. Pas de livre. Pas de séminaire, pas de jeune homme sur Internet qui me disait de penser comme un millionnaire. J'avais 82 ans et je n'avais pas la patience pour un voilier sur une brochure. Ce que j'avais, c'était une fiche de recettes écrite de la main de ma femme, une table pliante et un parking d'église le samedi matin. C'était l'inventaire, c'était tout. J'ai calculé le coût d'une fournée comme j'avais enfin appris à calculer tout. Honnêtement, sans arrondir vers l'espoir. Piment, ail, vinaigre, les bocaux, les étiquettes écrites à la main si je les écrivais moi-même. Environ 1,10 $ par bocal. J'avais vu des bouteilles similaires à ce marché de producteurs se vendre 7-8 $. J'ai appelé Robert. Je lui ai lu les calculs de la même façon que je lui avais lu le bloc-notes. Il est resté silencieux exactement le bon laps de temps. Puis, il a dit ce qu'il avait dit avant. « Papa, laisse-moi t'aider à construire quelque chose. On a commencé avec 48 bocaux. Son nom sur chaque étiquette. Eleanor's Original, de mon écriture, parce que je ne pouvais pas utiliser la sienne sans que ça m'effondre complètement. Les étiquettes n'étaient pas sophistiquées. La table était instable sur l'asphalte du parking. C'était encore février. Je portais mon beau manteau. À midi, 31 bocaux étaient partis. J'ai fait 217 $ ce premier samedi. Je l'ai raconté comme 160 $ avant. 160 semblait plus modeste, plus convenablement humble pour un homme de mon âge qui recommence. Mais la vérité, c'est 217 $. Et j'en ai fini d'éditer la vérité de mon argent pour paraître convenable. Cette habitude a failli me tuer. Je ne vais pas y retourner. Je suis rentré chez moi et je suis resté assis dans le parking de mon immeuble pendant 15 minutes avant d'entrer. Je ne pleurais pas de joie. Exactement. C'était quelque chose de plus précis que la joie. C'était le choc de l'échange, d'avoir fabriqué quelque chose de mes propres mains qu'un étranger voulait assez pour l'emporter chez lui. J'avais passé 34 ans à être évalué par le comté. Voilà une femme qui me donnait 7 $ parce qu'elle le choisissait, à cause de quelque chose que j'avais fait. C'est une transaction fondamentalement différente de tout ce que j'avais connu auparavant. Je n'avais pas compris, avant ce matin-là, à quel point ma relation à l'argent avait reposé sur la permission de quelqu'un d'autre, et à quel point elle n'avait jamais impliqué ma propre main dans l'échange. À 85 ans, la sauce était dans 11 magasins, des épiceries régionales indépendantes. Robert gère la production, il loue une cuisine professionnelle le mardi matin. Ma petite fille Denise gère les réseaux sociaux, ce que je ne comprends pas tout à fait mais qu'elle me dit qui marche, et je la crois. Je gère la recette. Et la recette, je l'ai maintenant écrite, formellement, précisément, avec chaque note en marge que ma femme avait ajoutée au crayon à travers 40 ans de samedi matin, et placée dans mon testament, accompagnée d'un document notarié qui transfère l'entreprise à Robert. La fiche de recette est plastifiée maintenant. Denise l'a fait. Elle vit dans une pochette transparente dans le coffre ignifugé sous mon lit, et parfois je le sors juste pour voir son écriture dedans. Les notes au crayon. La petite tache d'huile dans un coin où la bouteille a goûté une fois, il y a des décennies. J'ai gardé la tache. Elle fait partie de l'instruction maintenant. Je ne suis pas millionnaire. Je veux être honnête avec vous là-dessus, parce que je pense qu'on vous a promis suffisamment d'histoires qui se terminent par un chiffre qui règle tout. Celle-ci ne se termine pas ainsi. Ce que j'ai est différent. Je suis solvable, pour la première fois depuis sa mort. Je ne porte aucune honte. J'ouvre chaque enveloppe le jour où elle arrive. Je laisserai à mon fils quelque chose qui n'existait pas il y a 5 ans. Une petite entreprise vivante, sans dette, avec son nom dessus. Pas des excuses, pas du silence. Une chose. Maintenant, laissez-moi vous parler directement, parce que c'est pour ça que je suis là. Vous n'êtes pas trop tard. Je sais qu'on vous a dit ça, ou que vous vous l'êtes dit. Assez de fois pour que ça commence à ressembler à un fait. Ce n'en est pas un. Ce que je sais, à 87 ans, ayant commencé à 83 ans avec une table pliante et 48 bocaux, c'est que commencer tard apporte quelque chose que commencer jeune n'apporte pas. Vous savez déjà à quoi ressemble le fond? Vous avez déjà senti l'enveloppe dans le tiroir.
Vous avez déjà fait les calculs qui ne donnent pas zéro. Vous avez déjà vécu dans le silence entre vous et quelqu'un que vous aimez, construit de tout ce que vous ne pouviez pas dire sur l'argent. Cette connaissance, cette cicatrice, n'est plus une blessure, c'est une boussole. Elle vous empêchera de choisir à nouveau le confort de l'ignorance plutôt que la vérité de vos chiffres. Le jeune homme dans ce bureau Fidelity en 1987 avait des informations que je n'ai pas utilisées. J'ai dû faire faillite pour comprendre ce qu'il essayait de me dire. Vous avez peut-être eu votre propre version de ce bureau, votre propre brochure laissée sur la chaise. Ça n'a pas d'importance. Ce qui compte, c'est la question que vous posez maintenant. Quelle est la vraie valeur ici? Qu'est-ce que ça peut devenir? Je garde l'enveloppe vide de la compagnie du gaz dans mon tiroir de cuisine, pas comme une punition, comme un rappel de ce qu'il m'en a coûté d'avoir peur du papier, de ce que 2 ans de honte gérée peuvent prendre à une personne. L'enveloppe est vide. Moi, je ne le suis pas. Ce que j'ai construit est petit. Ce que je laisse est réel. Et je l'ai construit à 83 ans, dans un parking froid, en février, avec sa recette et sa parole et 48 bocaux. Ne me dites pas ce qui est trop tard. Ouvrez l'enveloppe. Ouvrez-la ce soir.